Le Conseil électoral provisoire assure une nouvelle fois que les élections auront lieu en 2015. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les conseillers électoraux, dont le président de l'institution, Pierre-Louis Oppon, ont coupé court à toute rumeur évoquant un report des dates retenues pour la tenue du scrutin. Désormais, le budget prévisionnel pour l'organisation des élections cette année est prêt et a été acheminé à l'exécutif. L'enveloppe est évaluée à plus de 66 millions de dollars. Malgré les avancées considérables réalisées dans le processus, le CEP fait face à de sérieux problèmes de financement. Le CEP va bien et maîtrise pleinement le calendrier électoral. Les premiers mots de Pierre-Louis Oppon lors d'une conférence de presse avant de rassurer que les élections auront lieu en 2015. Accompagné de 6 conseillers électoraux, le président du CEP et 2 autres de ses collègues ont fait le point sur le processus électoral dans tous ses aspects, techniques, logistiques, financiers et communicationnels. Toutes les dates projetées pour les scrutins, soit le 9 août, 25 octobre et 27 décembre, seront respectées. En effet, selon Pierre-Louis Oppon, les retards accumulés dans le processus électoral n'affecteront aucunement les dates retenues pour la tenue des scrutins. Pour l'heure, le CEP effectue les mises en place techniques et logistiques et poursuit les inscriptions des candidats aux prochaines municipales. S'agissant des contestations produites contre des candidats à la présidence et traitées par le BCED, ni le président du Conseil, ni les autres conseillers qui ont pris la parole à cette occasion n'ont avancé de date pour les délibérations des juges électoraux. Confiant, le numéro 1 du Conseil électoral provisoire donne la garantie que les élections de 2015 auront lieu. Alors que le processus électoral progresse, le Conseil électoral provisoire fait face à de sérieux problèmes d'argent, a révélé le trésorier du CEP. Selon Ricardo Augustin, depuis l'établissement du Conseil en janvier dernier, cet organisme fonctionne sur un budget de 317 millions de gourdes voté dans la loi de finances de 2014-2015. Jusqu'à aujourd'hui, les membres des 143 BEC et des 11 BED qui travaillent depuis septembre 2014 et les autres recrutés récemment n'ont pas reçu de salaire, se désole le représentant de l'Église catholique au CEP. De plus, le Conseil électoral provisoire a une dette de 18 millions de gourdes envers 220 employés révoqués en début d'année après l'expiration de leur contrat. À date, le ministère des Finances n'a pas encore donné suite à une requête que le CEP lui a adressée il y a 2 mois. D'après le docteur Augustin, aujourd'hui le CEP dispose seulement d'un maigre budget de 128 millions de gourdes, insuffisant pour payer tous ses employés et assurer son opérationnalisation régulière. Préoccupé par le grand dénuement dans lequel se trouve l'institution électorale, Ricardo Augustin craint que d'ici le mois de juin, les difficultés financières auxquelles fait face le Conseil affectent largement son fonctionnement. Par ailleurs, le trésorier du CEP a souligné que le budget prévisionnel pour l'organisation des élections législatives, présidentielles et locales de 2015 est désormais prêt. L'enveloppe globale est évaluée à plus de 60 millions de dollars américains. Dans ce montant figure un complément de 8,2 millions de dollars pour la logistique et les infrastructures. Le document a déjà été acheminé à l'exécutif. L'argent géré par le PNUD dans le fonds fiduciaire n'a pas bougé d'un iota. L'État haïtien dispose toujours de 38,5 millions de dollars américains. Et pour tenter de rassurer, Pierre-Louis Oppon a rapporté, citant le gouvernement, que les signaux sont positifs du côté des donateurs étrangers. Sur tous les points, le CEP avance. Bientôt, une campagne de communication à proximité sera ouverte. Des centres d'information électoraux seront mis en place. Le président Martelly a affirmé ce vendredi qu'il n'entendait pas interférer dans le processus électoral. S'exprimant en marge de la cérémonie de célébration des 50 ans de l'ONA, le chef de l'État s'est dit satisfait du travail réalisé jusqu'ici par le Conseil électoral provisoire, notamment en ce qui concerne l'inscription des candidats, dont le succès témoigne, selon lui, de la confiance des hommes politiques dans le processus. Le président Martelly a également rappelé que l'État demeurait disponible pour compléter le financement des élections. Nous faisons travail au niveau de l'État. Tout ça qu'a fait là, l'a fait par une institution indépendante. Aucun contact entre la présidence et le conseil. Sauf si le conseil a besoin de présidence, là peut-être n'a pas répondre.
Après ça, le Premier ministre lui-même, qui a une distance par rapport à intervention légère pour le faire, mais si c'est sous question, par exemple, assurez-nous qu'il y a des fonds disponibles. Parce que souvent, nous dit que manquer quoi. Donc nous-mêmes, nous seul nous connaissons nous faire, nous étions disponibles pour si manquer quoi pour l'élection en fait. Maintenant, Jean l'a fait dans ça qu'a fait là. Moi, j'ai été posé parce que j'ai demandé une élection crédible. Moi, j'ai décidé d'une élection crédible, côté que pas grand monde dans le CEPA qui sont en contact, pas grand monde dans le CEPA qui sont cavaliers Paul Cam. Donc, j'ai fait tout ça qu'a fait. Moi, et moi, satisfait quand même du fait que toute partie, pratiquement, en dans le pays a inscrit. Ils ont même créé des partis pour inscrire. Donc, ça témoigne d'une certaine confiance que les acteurs politiques ont dans le système, dans la procédure. Automatiquement, que les acteurs sont contents, le président de la République est content. Parce que le président travaille pour faire tout acteur dans tout domaine, reconnaître dans ce qu'il a fait là. Le bureau du coordonnateur spécial pour Haïti du département d'État américain rappelle l'engagement des États-Unis à soutenir l'organisation des élections dans le pays, tout en précisant qu'ils ne soutiennent aucun candidat en particulier. Dans une déclaration datée du 25 mai, le bureau salue l'action du président Martelly et des membres du Conseil électoral provisoire pour leurs efforts à prioriser la tenue des élections cette année. Les États-Unis sont heureux de constater qu'un calendrier a été élaboré pour la tenue d'élections législatives, présidentielles et municipales en 2015, selon cette déclaration. Et dans ce document, le bureau du coordonnateur spécial pour Haïti explique par ailleurs que les États-Unis encouragent toutes les parties prenantes à s'impliquer pleinement dans le processus électoral, soutenir l'état de droit et à maintenir de hauts niveaux de transparence. Wilson Jeudi, candidat à sa succession pour la commune de Delma, dénonce un complot visant à l'écarter du processus électoral. Selon l'ancien maire, un secteur met tout en œuvre pour qu'il n'obtienne pas sa décharge de la Cour des comptes. Pour Wilson Jeudi, le comportement agressif de ses partisans est justifié. Il n'est pas réclamé par la rue, son bagage logique, les que bloqué. Si que le peuple qu'on est bloqué politiquement, le peuple m'a débloqué. Ou dit yo bloqué, qui yo ça? Bon. Parfois qu'on a mais qui bloqué ou pas connaît parce que là où on dit qui clair qui pas de problème, il va pas sortir de qui a un problème politique qui a dit il est obligé de résoudre par peuple parce que c'est peuple qui baille pouvoir pour réponse politique. Problème n'a pas pour résoudre mais il peut résoudre. Elle doit résoudre. L'instauration de l'état de droit ne sera jamais effective sans une décentralisation réelle du pays. C'est l'avis du sociologue Jean-Reynold Elie. Le professeur explique que les collectivités territoriales jouent un rôle important dans l'établissement de l'état de droit grâce à la participation de la population dans la prise de décision devant engager la nation. Les mairies et les autres institutions locales doivent être vraiment autonomes si l'on veut pouvoir parler de décentralisation, affirme le sociologue qui participait au vendredi de la POHDH qui s'est déroulé autour du thème « Rôle des collectivités dans le processus de décentralisation ». Haïti n'est pas toujours un pays centralisé. Centralisation, c'est un qui a commencé à partir de 1915 avec l'occupation américaine. Et il y a des raisons pour ça, pour être capable de gagner plus de contrôle du pays. Et centralisation vient une centralisation à outrance qui vient faire que il y a des gens qui parlé de République Port-au-Prince comme si toute bagaille était en Port-au-Prince. Nous avons des financiers à dit non, 87% de l'épargne nationale est faite dans la zone Port-au-Prince là. Et c'est ça fait tout. Le catastrophe de tremblement de terre là, nous souffrons le plus parce que nous venons tomber dans une situation dans ça nous avons une macrocéphalie urbaine. Une grosse tête qui va bien corps qui pour porter lui. Donc ça fait centralisation ça, il y a un problème. Et si nous avons réfléchi bien, nous avons que nous avons besoin de changer lui pour nous gagner une décentralisation, pour une meilleure utilisation des ressources. Décentralisation, c'est un objectif moyen qui peut mener nous dans l'autre objectif qui est plus loin, qui c'est et démocratie participative. Collectivité territoriale là,
c'est lui-même qui va cher souterrain à décentralisation. C'est-à-dire, c'est lui-même qui aspect pratique la décentralisation. Donc, si nous gagnons un bon fonctionnement de collectivité territoriale, donc la peine nous à décentralisation et décentralisation qui fait nous capables de construire une démocratie participative. Les mairies, par exemple, il faut que nous connaissions qui ont et puis qui gagnent, et ça faut nous parler de autonomie, qui gagnent possibilité pour faire ça, pour faire. Si moi, maire, pour toute bagaille, m'oblige à le suivre bon ministère de l'Intérieur, ce n'est pas décentralisation. L'Université d'État d'Haïti, de concert avec l'Office de la protection du citoyen, a présenté ce vendredi le rapport de recherche sur le développement de la PNH, la sécurité publique et l'état de droit en Haïti. Selon le sociologue Yves Saint-Ciné, qui a pris part aux travaux de recherche, les enquêtes ont été menées notamment dans le sud du pays il y a 2 ans. Des recommandations ont été faites dans ce rapport, parmi lesquelles l'implication d'autres instances étatiques dans l'accompagnement de la PNH. Le rapport là, il mettait l'accent sur 4 à 5 bagages. Le premier aspect, c'est qu'il parlait de l'effectif PNH qui est trop réduit. Donc du coup, PNH ne vient pas en mesure pour répondre véritablement à la mission. Les gens, la Constitution dit là, les gens, la population appartenant à ça. Deuxième bagage, il parlait de la question de la parité. Ça veut dire rapport entre hommes et femmes au sein de la PNH. Il y a de côté c'est 10%, il y a de côté c'est 4% au niveau du département du Sud. C'est 4% femmes par rapport aux hommes. Du coup, il y a un manque à gagner de ce côté-là, du point de vue des rapports entre hommes et femmes au sein de cette institution. Troisième aspect important, c'est la question du rapport entre PNH et société civile. Ça veut dire, on prend RNDDH, toute organisation qui travaille dans la question des droits de l'homme en Haïti. On dit que ce n'est pas un rapport qui est des fois qui est très bien, c'est un rapport qui est très mitigé. Mais que dans les 2 contextes en particulier, dans le Sud, nous estimons que le rapport n'est pas trop conflictuel quelque part. Mais en général, le rapport entre PNH et société civile, c'est un rapport pas trop intéressant. Quatrième bagage que je devais parler, c'est le rapport entre PNH et le reste de l'État. Je dis des fois, je dis ça tout à l'heure, c'est un cas concret dans le département du Sud, je dis des fois au niveau de l'État, si on prend au niveau des mairies, si on prend au niveau de la justice, ce n'est pas toujours un rapport très bien, très cordial avec PNH. Des fois, PNH prend une décision importante qui est dans le droit en tant qu'institution d'un pays, qui des fois qui remettait en question, soit par une autorité locale, un maire, un député, un sénateur, soit par une autorité au niveau du ministère de la Justice. Et ce qui est important, vous parlez tout de l'appropriation nationale et territoriale et même locale. Ça veut dire à savoir comment la population haïtienne est capable d'approprier de l'institution, ça fait de l'institution payo. Et c'est là, je pense, le problème. Nous avons parlé tout à l'heure de police communautaire, de police de proximité. Ça veut dire faire de police en tant qu'institution et faire de agents policiers en tant qu'acteurs en dedans de l'institution, faire de monde en tant que nous. Ouais, qui est dans la population civile. Nous disons ça, c'est un ensemble de défis, à mon sens, que PNH a gagné pour nous relever, si il veut continuer à faire travailler convenablement et en condition de pour le faire. La protectrice du citoyen se dit préoccupée par l'avenir des milliers de Dominicains d'origine haïtienne menacés d'expulsion vers Haïti. Florence Elie, qui répondait aux questions des journalistes, exprime son pessimisme. Madame Elie dit aussi souhaiter que les responsables haïtiens fassent une bonne gestion de ce dossier tout en respectant les droits des migrants. Quand tout haïtien, nous sommes très inquiets. Et nous inquiets à beaucoup de niveaux. D'abord au niveau économique, là. Comment nous pourrons absorber tout le monde ça. Du point de vue de l'OPC, nous ne pas fait partie, nous pas en exécution. Nous n'avons tout simplement essayé comment droits humains moun ça yo pour le respecter. Yo gen toute qualité de droits humains, yo gen droit d'abord à une nationalité. Donc faut question ça agiter, faut le soulever, faut le trouver une solution. Yo gen droit à une place dans la société de manière à ce que et yo respecte droit à la santé, yo respecte droit à l'éducation et droit à un logement. Donc il y a toute une série, tout un éventail de droits fondamentaux que l'OPC pour regarder très sérieusement comment l'État haïtien pour recevoir moun sa yo pour que li mette droit ça yo en œuvre et que le protéger. L'Office national vieillesse, ONA, a fêté ce vendredi ses 50 ans d'existence.
À cette occasion, le nouveau directeur, qui fêtait lui aussi le premier anniversaire de son arrivée à la tête de l'institution, a fait un bilan positif de sa gestion. Emmanuel Ménard a également profité pour annoncer un audit de l'ONA ainsi que de nouveaux produits à l'intention des assurés comme le crédit 50 auto-ONA, la réouverture du prêt hypothécaire, l'initiation du programme d'assistance médicale Sant-ONA et la mise en place d'un service d'information Info-ONA. Après ça, les portefeuilles, là, il y a plusieurs catégories. Employés l'ONA bénéficient prêt à tout parce que les employés sont assurés l'ONA. Mais tout le monde qui travaille dans n'importe entreprise qui paye l'ONA, il bénéficie de prêt à tout. Prêt sous cotisation, ça lié. On cotiser son l'argent pour serrer pour le grand monde. Mais je ne peux pas attendre un grand monde pour une bonne pension et nous avons un problème et puis je ne peux pas servir. Si par exemple, vous avez 100 000 gouttes de cotisation qui cumulées en tout qui là, l'ONA a prêté jusqu'à 50% d'argent ça sous cotisation ça. Pendant après, les cotisations toujours là, pour l'air pour grand monde, pour calculer pension, et puis à intérêt qui tout petit, parce que l'ONA, c'est banque assurée. Prépensionné aussi de bagaille là. Et là, ça, assurance hypothèque là, l'homme font prêt hypothécaire, cahier là, sont garantis par l'ONA. Donc, si vous n'avez pas de corps pour continuer à payer l'assurance là, nous payons l'assurance là pour lui, et puis tout le vide monter sous moment l'argent qu'il député. On n'a pas de président Matéli demandé pour nous créer, pour perdre la cage de crédit parce qu'il n'est pas qu'à entrer dans la banque pour la demander crédit. Parce que quand pied à terre, pour ces machins frisco, pour changer, l'on a recevoir et nous avons crédit. Et je dis à nous faire une confidence. En pile l'argent l'on a dans la rue, c'est mon accord qui va payer peuple là. À 99%, les vignes prêtent l'argent avant l'air, ils